Patrick Buisson est mort, mais son héritage idéologique et politique est bien vivant. Depuis le 26 décembre dernier, les hommages de personnalités de droite et d'extrême droite pleuvent sur Twitter. Ils sont singulièrement les mêmes. Tous regrettent et célèbrent le chantre de l'Union des droites et le militant d'une droite décomplexée. Éric Ciotti, le président des Républicains, a dit son émotion en apprenant la nouvelle du décès de celui qui fut le conseiller politique de Philippe de Villiers, puis de Nicolas Sarkozy. Il vit avant beaucoup les grands dangers qui menacent notre pays, a déclaré le député. Patrick Buisson était un homme d'une grande culture, un écrivain de talent et un amoureux fou de la France, a réagi Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national. Il a fait progresser les idées du camp national comme très peu d'intellectuels y sont parvenus en prêtant ces mots à la parole du pouvoir, a admis le président du parti Jordan Bardella. L'Action française a pour sa part salué un ami qui n'a jamais renoncé à ses convictions, tandis qu'Éric Zemmour, à qui Patrick Buisson a apporté son soutien en 2022, a commenté nos déjeuners rituels furent des moments de grâce à jamais inoubliables entre analyse politique et plaisanterie. Contre toute attente, la figure des droites extrêmes déclarait ceci dans une interview donnée à Apolline de Malherbe en mai 2021. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup, ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent. Et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années qui viennent. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Mais le problème du vivre ensemble et de la cohabitation, il ne se pose pas simplement du côté des musulmans, il se pose du côté des Français, de la communauté nationale, qui devraient s'interroger. Qui a délaissé des propos surprenants et déroutants même, qui ont presque fait oublier la stratégie de normalisation et d'hégémonie de l'extrême droite menée par Patrick Buisson et sur laquelle nous reviendrons avec notre historien maison, Julien Terry, également présentateur de La Grande H. Bonsoir Nadia. Salut Julien. Cet entretien entre Apolline de Malherbe et Patrick Buisson t'a fait réagir. Julien, est-ce que ces propos t'ont aussi surpris ? Non, de la part d'un extrémiste de droite qui a une certaine épaisseur intellectuelle comme Patrick Buisson, même si c'est loin d'être même un très grand penseur, mais enfin, à droite, il suffit d'être un tout petit peu cultivé pour passer pour un grand intellectuel. Hein, et c'est une figure un peu comme Alain de Benoît, et même Zemmour, à certains égards, qui est réputé à droite pour son érudition. C'était le cas aussi de Buisson, qui cultivait la chose intellectuelle, qui aimait l'histoire, et qui cultivait surtout l'idéologie de son camp, un camp qu'on peut appeler clairement le camp national dit Bardella, c'est-à-dire en langage moins codé, en fait, le camp néofasciste, hein, le camp pétainiste. Et en bon maurassien, hein, puisque c'est un disciple des idées de Charles Maurras, le père de l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle, Buisson respecte les religions comme clé de l'ordre social et sur un modèle qui est aussi celui d'Alain de Benoît, d'ailleurs, qui a été cultivé par l'un des grands intellectuels de l'extrême droite, Alain de Benoît. C'est un ethno-différentialiste. C'est-à-dire qu'il pense que chaque civilisation a sa cohérence interne et que ce qui est absolument nuisible, c'est qu'elle se rencontre, c'est qu'elle se mélange. Donc il n'a rien contre les musulmans, même s'il a pu cultiver par ailleurs l'obsession anti-islamo-gauchiste hein, à d'autres égards. Il n'a rien contre les musulmans s'ils sont chez eux et il peut même admirer un certain ordre social et une certaine spiritualité qui sont attachés à l'islam. C'est une tradition d'ailleurs hein, de l'extrême droite hein, que de respecter l'islam en tant que monothéisme, garant de l'ordre et finalement éthique de vie à partir du moment où ces gens-là restent chez eux, naturellement. Donc, c'est pas du tout incompatible. Hein. Maurras lui-même se disait, alors non pas croyant, mais
catholique sans être croyant, parce qu'il voyait dans la tradition catholique française, incompatible avec la présence des Juifs, hein, c'était le grand dada de Maurras en particulier, et des métèques en général, un élément d'identité fondamental. Et donc pour lui, on pouvait ne pas être croyant, ça n'empêchait pas d'être partisan de la monarchie de droit divin, hein, et de la place de l'Église dans la vie politique et dans la vie sociale. Il ne faut pas oublier que tout en étant un admirateur de l'islam comme civilisation, comme facteur d'ordre dans le monde musulman, sans évidemment mélange avec le monde occidental, bien sûr, Buisson avait des sympathies pour le sionisme, hein, pour le sionisme le plus radical. Il ne faut pas oublier que son avocat a été maître Gilles William Goldnagel, hein, dont on peut entendre les opinions de sionistes absolument radicales sur les chaînes d'infos en continu, particulièrement en ce moment, obsédé par l'islamo-gauchisme, hein, ami de Meir Habib. Enfin bref, tout ça forme une galaxie qui inclut aussi le sionisme, hein, l'extrême droite juive. Goldnagel, l'avocat et ami, hein, de Buisson, c'est un des personnages qui a joué un rôle important au début des années 2010 pour rapprocher les milieux juifs sionistes du Rassemblement national et de Marine Le Pen, malgré l'enracinement de l'antisémitisme, que Buisson est très bien placé pour savoir, dans l'identité de l'extrême droite française et du Rassemblement national. Oui, c'est la question d'ailleurs que j'allais te poser. Est-ce que ce n'est pas l'antisémitisme de Patrick Buisson qui l'encourage à soutenir le sionisme et donc le départ des Juifs de France vers Israël? Ben, c'est un maurassien. Donc, en bon maurassien, hein, c'est une des clés de la pensée de Charles Maurras, il voit les Juifs comme une entité nationale, un peuple étranger qui fait tâche, qui est un corps étranger en France. Ça ne l'empêche pas du tout, au contraire d'ailleurs, hein, en toute logique, de considérer qu'il est très bien que les Juifs est un État national, ethnico-religieux. Hein, donc, c'est absolument pas antithétique du sionisme. Drieux-La Rochelle, hein, un collaborateur, donc un des grands acteurs de la vie intellectuelle qui fascine tant Patrick Buisson, hein, et qu'il a étudié pendant l'occupation, écrit juste avant de se suicider à la Libération, je meurs antisémite mais respectueux des Juifs sionistes. Donc voilà, chez Buisson comme dans l'extrême droite française en général, c'est absolument pas incompatible. On peut avoir un grand respect et même une admiration pour l'islam à certains égards, être antisémite et être sioniste, et même sioniste radical, voilà, parce qu'on aime bien la colonisation, on aime bien le choc des civilisations, on aime bien l'homogénéité culturelle, donc il est très bien qu'il y ait un État ethnico-religieux juif, c'est pas du tout incompatible. Pour continuer sur cet entretien, il date de mai 2021, hein, donc qui s'inscrit quand même dans le temps de l'élection présidentielle. Est-ce que cette droite avait besoin de l'électorat musulman? Alors, je ne pense pas que des discours comme ceux que Buisson tient dans cet entretien s'adressent en réalité à un électorat musulman potentiel. Je pense qu'il s'agit plus du plaisir de prendre à contre-pied son propre camp pour s'affirmer. C'est quelque chose qu'Alain de Benoît, encore lui, fait beaucoup, hein, pour s'affirmer comme un intellectuel, un vrai penseur. Ça consiste à dire, hein, à cette extrême droite vulgaire qui est bassement xénophobe, bien sûr, nous sommes du même camp, mais nous sommes des vrais penseurs. Nous sommes capables de raisonner, de faire la part des choses. Bien sûr qu'on a peur de l'islamisation de l'Europe et en aucun cas on ne va l'accepter, hein, on va l'agiter même comme un épouvantail, mais par ailleurs, nous sommes des gens raisonnables et nous respectons l'islam comme civilisation. Nous ne sommes pas juste des nervis fascistes, quoi. Donc selon toi, il n'y a aucun calcul politique? Je pense pas. Je pense que ça participe au fait qu'il cultive son aura d'intellectuel d'extrême droite. Et puis, il cultive sa culture maurassienne. Maurras est un grand intellectuel. Hein, il ne faut surtout pas sous-estimer l'idéologie, la puissance, l'articulation, le caractère structuré de l'extrême droite maurassienne. Alors, il a été le soutien en 2022 d'Éric Zemmour. Lui, pourtant, Éric Zemmour considère l'islam comme une menace. Il est beaucoup plus virulent. Il a même été condamné pour incitation à la haine raciale envers les musulmans. Donc, il serait beaucoup plus modéré, finalement, qu'Éric Zemmour. Alors, c'est pas du tout incompatible, hein, contrairement aux apparences. L'obsession islamophobe pour ce qui est de la perspective fantasmée d'une islamisation de l'Europe, hein, d'un côté, et de l'autre, le respect de l'islam chez lui, dans ses frontières,
avec évidemment, fatalement, peut-être des affrontements de temps en temps, hein, puisque c'est la logique du choc des civilisations derrière, mais néanmoins, un respect pour l'autre et pour l'ennemi, en quelque sorte, hein, pour l'ennemi traditionnel. Enfin, ce Une sorte respect-là, Éric Zemmour l'a pas, ce respect. Ah ben, il l'aurait à partir du moment où les musulmans resteraient en musulmanie. Hein, il faut comprendre cette pensée-là. C'est en cela qu'elle n'est pas incompatible en réalité avec la pensée de Buisson. Et d'ailleurs, leur compagnonnage le montre très bien. Tout l'itinéraire, par ailleurs, de Patrick Buisson, qui correspond à l'histoire de l'extrême droite française de l'après-guerre et de sa victoire, hein, d'ailleurs, récente, tout cet itinéraire montre qu'on peut à la fois être xénophobe, tout en respectant les civilisations, en quelque sorte, dans ce qu'elles peuvent avoir de spécifique, hein, et notamment l'islam comme un monde, le monde d'un ordre et une spiritualité particulier, qui ne sont pas de chez nous, hein, qui n'ont rien à faire chez nous, naturellement, mais qu'on respecte à partir du moment où ils sont à l'extérieur. Alors Patrick Buisson était, on l'a vu, on l'a dit, conseiller politique, essayiste, spécialiste des études d'opinion et également historien. Hein. Sa thèse portait sur les relations France-Algérie. L'Algérie, il la connaissait bien, Patrick Buisson, très jeune. Il apportait son soutien à l'OAS, organisation terroriste clandestine française attachée à l'Algérie française. Alors, il était trop jeune, évidemment, pour participer aux activités de l'organisation de l'armée secrète, hein, donc l'OAS, ce groupe terroriste d'extrême droite des colons de l'Algérie française et de l'armée française qui n'acceptaient pas donc l'indépendance de l'Algérie, mais il a grandi dans le culte de ce milieu-là, hein, qui était très emblématique de l'extrême droite pendant l'adolescence de Buisson, et il a fait une thèse de doctorat d'ailleurs, hein. Alors il ne l'a pas achevée, mais il l'a menée non pas sur les rapports à Algérie et France, comme on peut le dire, comme on peut le lire un peu pudiquement ici et là, mais sur la défense de l'Algérie française, ce qui est tout un programme, ce qui revient en fait finalement à développer une forme de nostalgie, hein, pour ce moment tout à fait déterminant dans l'identité de la droite la plus radicale, de l'extrême droite française, qu'a été la décolonisation, le refus de la décolonisation, la trahison par les politiques de l'armée française et des colons, aussi bien en Indochine qu'ensuite en Algérie. Et il faut bien voir qu'au fond, Buisson a eu deux passions historiques en tant qu'érudit, en tant qu'historien, et ces deux passions correspondent aux deux périodes de référence de l'extrême droite française, les deux âges d'or de l'extrême droite contemporaine auxquels elle se réfère encore, hein, qui sont vraiment son ADN, pour parler un peu avec une expression à la mode, ou son logiciel. D'une part, c'est la période de l'occupation, Vichy. La manière dont il lit comme historien l'occupation est tout à fait intéressante. Ça fait vraiment partie de sa fantasmatique et même de son érotique. Il a écrit un livre sur la vie sexuelle et l'intimité pendant l'occupation, en faisant un lien entre les deux, hein, pour te dire à quel point c'est pulsionnel chez lui. Et puis la deuxième période de l'histoire qui le fascine et qui l'obsède, c'est celle de l'OAS, justement, c'est celle des attentats terroristes d'extrême droite, anti-gaullistes, qui n'acceptent pas que les Algériens prennent leur indépendance et que la France perde cette partie de son empire, que la colonie de peuplement française, installée depuis les années 1830, disparaisse. C'est tout à fait caractéristique de voir donc que ces deux points de son intérêt correspondent, je le disais, au logiciel de l'extrême droite française. Patrick Buisson, c'est l'artisan du rapprochement entre la droite et les thèses du Front National. Il a travaillé auprès de Nicolas Sarkozy pour sa campagne de 2007, puis pendant tout son quinquennat. Comment a-t-il convaincu Nicolas Sarkozy d'œuvrer pour cette alliance ? Son propre itinéraire personnel montre bien comment, tout en continuant à cultiver les valeurs de l'extrême droite, à mener le combat politique de l'extrême droite, il y a un moment où il se rend compte que l'avenir est à la respectabilisation et que, puisque l'objectif, c'est d'extrême droitiser la droite au pouvoir, pour arriver au pouvoir finalement d'une manière presque naturelle, hein, avec la droite respectable qu'on ne distinguera plus de l'extrême droite, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Pour faire ça, il faut se recentrer. Donc on le voit au départ faire une carrière de journaliste à minute, hein, qui est vraiment ce qui se fait de pire, hein, le plus vulgaire au fond et d'ordurier du côté de l'extrême droite, et puis il passe par Valeurs Actuelles et on le retrouve finalement aux pages d'opinion du Figaro, c'est-à-dire dans le grand quotidien de la droite classique française, hein, de la grande bourgeoisie, de la droite classique française. Puis il se recentre, alors il joue le groupe Bouygues, hein, TF1, LCI joue un grand rôle là-dedans. Il se recentre en animant des émissions politiques sur LCI.
Donc là encore, droite classique, tendant vers l'extrême droite personnellement, mais droite classique. Et puis, il prend la tête de la chaîne L'Histoire, grâce au groupe Bouygues. Ce qui lui permet, là encore, de cultiver ses goûts d'érudition, ses goûts d'historien, en quelque sorte, son image d'intellectuel, tout en ayant une place importante, évidemment, dans le milieu médiatique et intellectuel. Et c'est à partir de là qui rencontre Nicolas Sarkozy et que le verre rentre dans la pomme, en quelque sorte, que le projet de Sarkozy, qui est de rester au pouvoir à droite grâce aux idées d'extrême droite en les mettant en œuvre, aboutit, en quelque sorte. Et on le retrouve donc à partir de là conseiller à l'Élysée. Et tout l'itinéraire politique, effectivement, de Buisson a tendu à respectabiliser l'extrême droite, faire vaincre ses idées dans une logique d'hégémonie idéologique qui l'amène à pouvoir agir au pouvoir, extrême droitiser la droite. Et effectivement, un moment clé, aussi bien pour l'histoire nationale, pour notre histoire, que dans l'itinéraire de Buisson, c'est le quinquennat Sarkozy, qui marque, avec le travail idéologique et la manière dont gouverne Sarkozy, la réalisation de cet idéal qui avait été porté par Charles Pasqua avant, ce ministre de l'Intérieur très proche de l'extrême droite aussi, des groupuscules d'ailleurs gaullistes qui s'étaient affrontés avec l'OAS dans des luttes internes de l'extrême droite, le SAC. Pasqua, c'était un peu le maître de Sarkozy, et la grande idée de Pasqua, quand il était ministre de l'Intérieur en 1986 de Chirac, à l'époque où Sarkozy était son disciple, c'était que la droite au pouvoir devait reprendre les idées de l'extrême droite, voire éventuellement gouverner avec l'extrême droite. Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, a développé cette idée et il s'est adjoint Buisson pour ça. Buisson, on le sait, a été l'un des penseurs de la création de ce ministère infâme qui conjoint dans son intitulé institutionnel l'immigration et l'identité nationale, comme si c'était des choses qui étaient directement liées, mises en problème ensemble. Donc ça, c'est l'influence de Patrick Buisson sur la politique de Nicolas Sarkozy. Exactement. Cultiver par le haut le racisme, essayer de l'insuffler, c'est exactement ça le programme. Et ce programme-là, il a été mis en œuvre par Buisson, qui parlait à l'oreille de Sarkozy, en quelque sorte, à partir donc de 2007, du moment où Sarkozy est élu, cette extrême droitisation dont tu parlais tout à l'heure, qui a ensuite pu être reprochée à Sarkozy comme facteur de la défaite face à Hollande, parce que ça l'avait rendu extrêmement clivant. Il en est effectivement l'un des artisans. Effectivement, tu l'as également rappelé, Julien, l'extrême droitisation du discours Nicolas Sarkozy aurait mené à sa perte face au candidat Hollande en 2012. C'est ce que la droite classique a reproché à Patrick Buisson. Et pourtant, c'est une stratégie qui fonctionne bien aujourd'hui. On voit que c'est une stratégie qui n'a pas du tout été abandonnée, absolument pas. Au contraire, on peut dire qu'elle a été en réalité poursuivie sur un autre ton, sur un autre mode avec Hollande, Hollande et Valls. On se souvient de la question de la déchéance de nationalité, notamment, qui a été l'un des éléments qui ont signé la fin de la carrière présidentielle de Hollande et contribué au fait qu'il ne puisse pas se représenter. Et puis, naturellement, Emmanuel Macron, on l'a vu, on a même, nous, aux médias, avec Théophile, fait un débat autour du macro-lepénisme, à un moment où c'était encore quelque chose qui était dans l'air, mais qui n'était pas cristallisé. Là, c'était, il l'a vu avant de mourir, la victoire de toute une vie, pour Buisson, que cette réalisation concrète du macro-lepénisme avec cette loi immigration votée par le RN et adoptée par un gouvernement Macron. C'est une fusion entre la droite et l'extrême droite au pouvoir que Macron a réalisée. Donc finalement c'est allé absolument jusqu'au bout, ce projet qui était celui de Buisson. Il a pu mourir avec le sentiment du devoir accompli. Et Julien, alors qu'est-ce qui explique le soutien de Patrick Buisson à Éric Zemmour plutôt qu'à Marine Le Pen, alors qu'on a bien vu, on l'a bien dit, Patrick Buisson avait vraiment œuvré à ce rapprochement entre la droite et le Front National. Pourquoi le choix de Reconquête ? Mais parce que Buisson est dans une logique de radicalité. Il pense qu'il faut pencher, appuyer à l'extrême pour que l'ensemble bascule. Et donc, il est arrivé un moment, après la période Sarkozy, avec la respectabilisation de Marine Le Pen, ou comme Zemmour le disait lui-même, d'ailleurs, et le dit toujours, finalement, le Rassemblement national, c'est presque un parti de gauche. Bien sûr, il est xénophobe, mais au fond, ça ressemble un peu trop à de la droite sociale. Il n'est pas assez radical, il n'assume pas assez de cliver.
Et donc, tout naturellement, il est allé du côté de Zemmour, mais là encore, pour en quelque sorte, par un effet de déplacement de l'inertie générale de la vie politique, faire monter l'extrême droite et la faire arriver au pouvoir. Et finalement, maintenant, on en arrive à une situation où, effectivement, Marine Le Pen semble être quelqu'un qui appartient à la droite classique. Donc, en fait, en se déportant encore plus à sa droite, il l'aide à prendre le pouvoir. Il y a cette logique, hein, bien sûr. Donc, cette proximité entre Éric Zemmour et Patrick Buisson, finalement, c'est un service rendu à Marine Le Pen. D'une certaine façon, c'est un travail d'équipe, naturellement, bien sûr. Ils jouent chacun un rôle. Alors Patrick Buisson, on l'a vu, avait plusieurs casquettes, et notamment celle de repris de justice. Oui, alors Patrick Buisson, c'est vraiment l'homme de droite extrême ou d'extrême droite, voilà, tendanciellement vraiment fascisant dans toute sa splendeur. Et dans cette vision de la vie qui caractérise la droite et l'extrême droite, la trahison est quelque chose de tout à fait naturel au fond, hein, de même que le culte du chef. À un moment donné, si on veut s'affirmer, il n'y a aucun problème et en fait, c'est même nécessaire de trahir. Et il a trahi Nicolas Sarkozy peu après la fin du quinquennat Sarkozy en divulguant des enregistrements qu'il avait réalisés à l'insu de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était son conseiller, lors de réunions, hein, de briefing politique. Il y a des enregistrements qui ont filtré, révélés par Le Point, par Le Canard enchaîné, où on entend Carla Bruni, où on entend Claude Guéant et d'autres conseillers dire du mal d'un certain nombre de ministres, enfin dire des choses qui n'ont absolument pas vocation à fuiter. La brouille entre Buisson et Sarkozy donc, a abouti au bout de quelques temps au fait que ces enregistrements fuitent. Hein. Et Nicolas Sarkozy a fini par obtenir la condamnation en justice, hein, en 2014 de Patrick Buisson pour cette histoire d'enregistrement. Oui, Patrick Buisson a été condamné à verser 20 000 euros au couple Sarkozy. Il y a une autre affaire également, celle qui date de 2015. Il a été mis en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Là aussi, tout à fait, dans la tradition du rapport des gens d'extrême droite et de droite à la politique, aucun problème pour se servir avec l'argent du contribuable, aucun problème pour considérer finalement que l'État doit être une source de revenus, que les règles soient respectées ou pas. Éric Ciotti, par exemple, qu'on a vu là, disons, évoquer avec une grande émotion la mort de Buisson, on le sait, a pris toutes sortes de libertés pour faire entretenir sa vieille mère, par exemple, aux frais du contribuable. Eh bien, Buisson, lui, n'a absolument pas hésité, quand il était conseiller de Nicolas Sarkozy, à faire payer par l'Élysée à ses propres sociétés, très grassement, des sondages réalisés, on ne sait trop comment, mais évidemment, qui a été toujours dans le sens souhaité par Nicolas Sarkozy et par Buisson lui-même, des sondages qui étaient donc payés à prix d'or. En définitive, il a été condamné, je crois, début 2022, hein, à de la prison avec sursis, quand même, de même que Claude Guéant, son comparse. C'était un ami proche, hein, en tout cas un proche comparse dans l'entourage de Sarkozy, Guéant, avec Patrick Buisson. Ils ont été condamnés tous les deux début 2022, donc pour détournement de fonds publics et favoritisme, prison avec sursis et grosse amende, je crois, pour Patrick Buisson. La panoplie est assez complète, au fond. De l'homme d'extrême droite. C'est un personnage qui est absolument emblématique, hein, parce que c'est plus un acteur, hein, quelqu'un qui agit que Alain de Benoît, que j'ai déjà cité comme intellectuel significatif de l'extrême droite, et c'est plus un intellectuel que Zemmour, au fond. C'est un peu la synthèse entre les deux, et tout le monde n'a pas la chance, au fond, de disparaître, comme c'est son cas. À lui, Buisson, là, il est mort le 26 décembre, juste après avoir vu, finalement, la victoire de son idéal et les efforts de toute sa carrière politique être couronnés de succès, puisqu'on peut considérer, avec cette fameuse loi immigration qui a été votée grâce au Front National, que cette fois-ci, sans discussion possible, sans ambiguïté, l'extrême droite est au gouvernement, elle participe au gouvernement. Merci beaucoup Julien pour ces précieux éclairages et merci également à vous de nous avoir suivis. Ne zappez pas tout de suite, nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez dans le flux 24/7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. N'oubliez pas que la bataille des box et des téléconnectés se poursuit et c'est pourquoi nous sommes de nouveau en campagne. Soit l'année 2024 marquera le développement de la chaîne Télé Le Média et sa grille de programmes, soit nous serons contraints de lutter perpétuellement pour notre survie. Montrez que vous êtes nombreux et nombreux à vouloir d'une télé d'infos 100% libre des coups de pression des milliardaires et du pouvoir politique. Tout est entre vos mains. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous faire des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 5 € par mois ou faire un don défiscalisé mensualisé. Ensemble, on va y arriver. Objectif 100 000 €.